que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ces petits interrupteurs connectés que j'ai reçus. C'est des Smart Switch Wi-Fi, donc des interrupteurs électroniques qu'on peut commander via Wi-Fi. Sur la boîte, c'est donné pour être compatible avec IFTTT, Amazon Alexa, Google Assistant également, et un service que je connais pas du tout, écrit en chinois, donc désolé, je lis pas encore le chinois malheureusement. Donc ces petits interrupteurs sont super pratiques, je les ai testés directement dans leur fonction de base. Par contre, le petit inconvénient de ces petits interrupteurs, c'est qu'ils se connectent à un serveur qui se trouve sur internet, et ce serveur a accès au Smart Switch. Donc si quelqu'un arrive à pirater ce signal, potentiellement votre interrupteur est pilotable par n'importe qui arrive à pirater ce signal. Donc moi je n'aime pas trop que mon système domotique soit ouvert sur internet, alors je vais faire quelques petites modifications au firmware de ces interrupteurs pour les intégrer uniquement avec une commande locale en Wi-Fi sur le réseau local. Je vous montre tout de suite la démo du fonctionnement du switch en fonctionnement normal, et on revient tout de suite après pour décortiquer ça au niveau électronique. Nous revoilà pour tester ce petit interrupteur. Donc il est très simple à câbler, hein. Vous avez ici une interface qu'on peut connecter directement au 220 volts. Donc ici il est relié sur ma box de test 220 volts qui est allumé d'ailleurs. Vous pouvez voir l'interrupteur ici. Donc ce switch est alimenté en 220 volts, il ressort ici et il va sur une alimentation temporaire qui va alimenter des ampoules LED en 220 volts. Donc le fonctionnement de base il est très simple. Si on appuie sur le petit interrupteur qui est ici, ouf, on balance du 220 en sortie une fois, et si on rappuie une deuxième fois, hop, on coupe le 220. Donc le fonctionnement est hyper simple. Il y a un relais à l'intérieur qui va se commuter avec l'électronique qui est ici. Donc là, rien de très spécial, un basique interrupteur de position, une position qui émule un interrupteur de position, donc une fois allumé, une fois éteint. Donc ça fonctionne très bien, on peut le mettre en place comme ça, sans plus d'artifice que ça. Voilà. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut le piloter en Wi-Fi. Donc avec un téléphone, avec un Google Home, un Amazon Alexa, ou via des scènes programmées sur IFTTT. Donc je vous montre tout de suite le fonctionnement via le téléphone. Donc pour pouvoir piloter ce petit interrupteur par téléphone, il suffit simplement de l'appairer par Wi-Fi. Donc pour ça il y a une procédure d'appairage en laissant appuyer le bouton ici pendant 7 secondes. Vous allez avoir le voyant Wi-Fi qui va clignoter, et ensuite vous allez pouvoir faire ajouter en haut ici l'interrupteur. Donc pour le faire fonctionner une fois qu'il est appairé, donc c'est très simple, on choisit l'interrupteur, donc on appuie dessus, hop, là on arrive sur l'interface qui permet de piloter l'interrupteur, et hop, on allume l'interrupteur, et hop, on éteint l'interrupteur. Donc ça fonctionne très bien. Donc, on a aussi un timer, hein, countdown, on peut allumer l'interrupteur pendant un certain nombre de temps. Donc si on fait OK, et voilà, device will be on dans 1 minute. Donc si on attend les 1 minute, l'interface devrait allumer l'interrupteur d'ici 1 minute. Et on peut faire exactement la même chose pour l'extinction. Ce que j'ai vu en fonctionnement sur le réseau local, c'est que même sans internet, le téléphone peut piloter directement le switch. Il y a un système de clé locale qui permet au smartphone d'envoyer directement une requête à l'interrupteur. Comme je vous disais tout à l'heure, moi mon objectif c'est de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans. Donc je l'ai déjà ouvert, hein, c'est juste clipsé par un petit clip ici et un petit clip de l'autre côté, donc rien de bien méchant. Alors à l'intérieur il n'y a pas beaucoup d'électronique, c'est assez simple. On a un relais ici qui fonctionne en 250 volts 10 ampères exactement. Donc vous pouvez voir ça ici. Donc on a la borne d'entrée et la borne de sortie, un interrupteur, quelques condensateurs, une petite résistance, une LED, et surtout ce qui va nous intéresser ici, le microcontrôleur qui se trouve ici. Donc voilà, le microcontrôleur est un TYWE2S. A priori c'est quelque chose qui ressemble à un ESP 8266. L'idée pour moi étant de le flasher. Donc si j'ai bien vu sur la doc que j'ai pu consulter,
Sur les bornes en dessous, on a du RX-TX, on a du 3.3 volts et on a un ou deux GPIO, il me semble. Donc, voilà. Alors, afin de procéder au flash du firmware de ce petit module, il faut brancher le RX-LTX qui se trouve ici. Moi, je me câble sur le 5 volts qui est là et la masse qui est là. Et on a besoin également du GPIO 0 qui se trouve sur un petit point test derrière. Donc celui-là, c'est le plus difficile d'accès. Donc on va y aller tranquillement. Voilà qui est fait pour GPIO 0. On s'attaque maintenant au point sur l'autre face. Alors dans un premier temps, on va souder l'alimentation 5 volts qui se trouve ici. Donc on va rajouter un petit peu d'étain sur chaque petit point afin de faciliter tout ça. Voilà, donc on y va pour le 5 volts. Alors voilà donc le raccordement fait. Nous avons en orange le RX, en jaune le TX, la masse, le 5 volts qui arrive sur la borne et qui sera converti en 3,3 volts par le petit convertisseur qu'on voit ici, U2 à l'écran. Donc le circuit est alimenté en 3,3 volts et c'est un USB 8285. Donc je vais procéder au raccordement du convertisseur USB série qui est ici à l'ordinateur afin de flasher le ESP 8285. Pour ça, il faut plutôt raccorder le GPIO 0 qui est ici à la masse. Donc j'ai prévu un petit câble qui est relié sur le fil de masse qui va me permettre de court-circuiter le GPIO 0 à la masse afin que le circuit démarre en mode flash. Alors le circuit est relié au convertisseur série à l'ordinateur. J'ai bien court-circuité le GPIO 0 à la masse. Donc le circuit, comme il est branché à l'ordinateur, vient de démarrer en mode flash. Donc il attend de recevoir le firmware, donc il est en attente de programmation. Donc si je vais sur le PC, j'ai mon node MCU flasher qui permet de flasher tout ce qui est USB 8266 ou 8285, enfin tout ce qui est USB a priori. Alors je fais actualiser et je vois qu'il est reconnu en COM6, donc on est en 115 200 baux. Il faut pour les ESP 8285 comme c'est écrit ici passer en D-out, donc la sortie est programmée en D-out, donc voilà. Je lui demande d'effacer tout, donc il va flasher le firmware et mettre à zéro le reste de la mémoire afin d'effacer tout ce qui est éventuellement config Wi-Fi ou paramétrage qui serait resté dans la mémoire flash, donc pour être sûr de se retrouver avec un circuit complètement vierge. Donc je lance le flash et on voit ce que ça donne. Alors on y va, hop. Donc il se connecte, il a trouvé le circuit, il est en train d'effacer la mémoire. Là, il balance les différents octets du firmware dans l'ESP. Donc si on regarde le FTDI qui est ici, hop, on doit le voir clignoter. Voilà, il est en train de transférer ses données. Ouais. Donc on le laisse terminer tout ça. Et une fois cette partie flash terminée, on aura notre nouveau firmware Sonoff prêt à fonctionner. Voilà, vous voyez que c'est très rapide et que pas si compliqué que ça une fois qu'on a la procédure. Donc une fois que le flash est terminé, j'ai débranché le GPIO 0, j'ai redémarré le circuit pour qu'il redémarre en mode normal. Donc normalement on devrait avoir le debug ici. Donc normalement le firmware est actif, comme j'ai débranché le GPIO 0 de l'autre côté. Je vais aller me connecter au réseau sans fil qui doit s'appeler Sonoff quelque chose. Voilà, il est là, Sonoff quelque chose. On se connecte. Alors, il va faire sa connexion. Voilà, donc une fois qu'on est connecté au réseau Sonoff, il suffit de rentrer l'adresse IP par défaut du module, qui est le 168.4.1. On arrive directement sur le module. L'interface du module, il ne reste plus qu'à paramétrer le point d'accès Wi-Fi qui correspond au point d'accès Wi-Fi de la maison et le mot de passe, de sauvegarder et redémarrer. Je vais également changer le hostname, lui affecter son nom
pour qu'au prochain redémarrage, il ait le nom correct. Une fois les paramètres saisis et validés, on arrive sur cet écran qui dit que le périphérique est en train de redémarrer. Donc, en redémarrant le Smart Switch et en le connectant au port série, avec une console série sur le port COM6, on peut le voir redémarrer cette fois-ci avec une adresse IP sur le réseau local. Donc là, il est en 172.17.1.101. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à accéder à son interface web qui se trouve ici, donc dans son navigateur web. Donc là, on peut contrôler notre switch avec le toggle. Voilà, vous l'entendez. Et on va procéder à la configuration, donc configuration du module. Donc ce que vous avez à configurer, c'est ici choisir le bon module que vous voulez, c'est-à-dire affecter les GPIO sorties. Il y a également le serveur MQTT à affecter, avec le topic dans lequel il va publier et tout ça, le nom utilisateur pour se connecter et tout ça. On peut également programmer pour Domotix apparemment, mais moi je ne l'utilise pas. On peut configurer un timer pour l'allumer à telle heure et éteindre à telle heure a priori, donc ça c'est pas intéressant dans notre cas. On a le logging, donc on peut envoyer ça sur un système qui va loguer toutes les interactions avec le switch. Dans notre cas c'est pas nécessaire, et on peut éventuellement configurer un template, donc c'est ce que moi je vais faire ici pour lui affecter les GPIO 0 et ainsi de suite. Donc moi dans mon cas le bouton est sur le GPIO 13, la LED est sur le GPIO 4 mais en inversé, et le relais est sur le GPIO 12. Donc voilà, il faudra paramétrer tout ça. Moi pour gagner du temps, ce que je vais faire, c'est comme j'ai déjà sauvegardé la config de notre switch, notre Smart Switch, je vais simplement faire un restore, lui donner le fichier à restaurer. Alors hop, si je vais ici, alors on va dans téléchargement, Smart Switch 01, je lui fais restaurer, Smart Restore, et voilà, c'est reparti. Le switch va redémarrer, et une fois qu'il aura redémarré, il aura la config que je lui ai donnée. Donc je vais faire les quelques petites corrections pour changer son nom et ainsi de suite, et on finalise tout ça. Donc une fois les changements de nom et de quelques petites configurations ont été terminés, on peut voir que dans configuration module, j'ai créé un module générique, et dans le module générique, j'ai bien affecté le relais au port GPIO 12 et la LED en inversé, c'est-à-dire actif au niveau bas, sur le port GPIO 04, ainsi que alors GPIO 04 pour la LED, oui, et le bouton 1 est affecté au GPIO 13. Voilà. Donc maintenant, si je retourne dans mon interface domotique, on peut voir le Smart Switch 04 que je viens de paramétrer, et on peut le piloter à distance. Voilà, il ne reste plus qu'à remonter tout ça, le remettre dans son boîtier et dessouder toutes ces petites connexions temporaires que j'ai mis et faire le test grandeur nature. Donc voilà notre Smart Switch 04 terminé et programmé. Donc il ne reste plus qu'à le mettre en service. Notre petit Smart Switch 04 installé au plafond et connecté au réseau 220 volts. On peut désormais piloter cette ampoule directement via notre interface de commande, tout simplement comme les autres ampoules connectées. Off et on, tout simplement. Voilà. Alors, faisons un petit bilan de l'utilisation de ces Smart Switch que nous avons ici. Donc, petit Smart Switch connecté, copie de Sonoff. Quel est le véritable intérêt de ces petits Smart Switch? Alors, la première chose, c'est qu'ils sont super simples à connecter. Quand on utilise le firmware d'origine, on peut l'utiliser très facilement avec les services qui sont proposés ici, IFTTT, Amazon Alexa et Google Assistant, donc très simple à utiliser. Il remplace aisément des ampoules connectées si on a simplement besoin de la fonction on-off. On peut éventuellement les interfacer avec
des interrupteurs ou des prises électriques pour pouvoir piloter par exemple la cafetière ou je sais trop quoi. Donc l'intérêt c'est de pouvoir allumer et éteindre un objet 220 volts avec une télécommande en Wi-Fi. Donc voilà. Donc ça c'est pour les petits avantages. L'inconvénient de ce petit système qui n'est pas des moindres, pour moi il y a un gros inconvénient de ce système, c'est que par défaut avec le firmware d'origine, il faut se connecter, enfin le Smart Switch se connecte sur un serveur qui est sur internet, et à ce moment-là on ouvre une porte d'entrée pour un éventuel pirate si jamais le flux pourrait se faire pirater par quelqu'un. Le risque n'est pas simplement de se faire pirater ses ampoules connectées ou autre. Le risque est surtout d'ouvrir une porte d'entrée pour un pirate qui serait à l'intérieur de votre maison connecté sur ce Smart Switch. Et à partir de là, il pourrait lancer des attaques en interne sur votre réseau, par exemple, récupérer vos photos, récupérer des vidéos ou vos données de carte bancaire quand vous allez sur le site de votre banque. Pour moi, la solution pour pallier à ce problème, il est simple, vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai flashé le firmware avec un firmware alternatif qui a l'avantage de ne pas se connecter sur internet, tout se fait en local, sur le réseau local, il n'y a pas de connexion extérieure. Les seules connexions extérieures qui pourraient éventuellement y avoir, c'est si vous voulez interfacer votre système domotique avec une liaison internet pour pouvoir le piloter à distance. Mais ça, vous allez le voir dans une des futures vidéos, il y a moyen de le sécuriser, parce que là, on a la maîtrise sur cette partie-là. Ce qu'on n'a pas sur le serveur qui est sur internet, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qui c'est qui l'héberge, et on ne sait pas quelle norme de sécurité est définie sur ces petits switches. Donc il vaut mieux être prudent. Voilà. Un des autres inconvénients de ce switch, c'est que niveau esthétique, comme vous avez pu le voir dans la fin de la vidéo, il est visible dans une maison, donc c'est pas très esthétique, à moins de pouvoir l'encastrer dans le plafond par exemple, éventuellement, ça peut être possible. Sinon, c'est pas très esthétique, donc voilà. Par contre, si vous voulez quelque chose d'esthétique et de plus simple à câbler, il existe des ampoules connectées, mais bon, là on n'est pas du tout sur le même tarif. Là, je vous rappelle que c'est 3,50 € pièce, donc c'est vraiment donné pour faire de la domotique simplement. J'ai également trouvé des interrupteurs Sonoff à 3,88 € en promotion, donc je les ai achetés. On fera une autre vidéo pour comparer et tester le fonctionnement des interrupteurs Sonoff comparé à ceux-là, qui sont clairement une copie. Et on verra à ce moment-là s'il y a vraiment un intérêt à acheter ces Smart Switch copiés de Sonoff ou de rester sur du Sonoff tout court. Je pense honnêtement que la qualité des interrupteurs Sonoff doit être nettement meilleure. Vous avez vu au niveau électronique, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Nous n'avons pas de fusible, il n'y a pas de protection ici ou là. Donc c'est vraiment le strict minimum qu'il y a dans ce genre de Smart Switch. J'espère que celui de Sonoff est quand même un peu plus recherché, donc on disséquera tout ça dans la prochaine vidéo dès que j'aurai reçu mes interrupteurs Sonoff. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous a plu. La qualité vidéo et la qualité sonore laissent un peu à désirer, surtout en début de vidéo. J'essaye de modifier tout ça. Là, j'ai mis un micro-cravate, vous pouvez le voir, pour qu'on essaie d'améliorer la qualité du son. Également la vidéo, j'ai fait un nouveau setup vidéo pour pouvoir filmer et avoir une meilleure qualité de vidéo. Donc vous me direz dans les commentaires juste en dessous si la qualité vidéo a été améliorée ou pas. En tout état de cause, j'espère que au moins le contenu vous a plu. La prochaine fois, j'essaierai d'être un peu plus concis, un peu plus organisé dans le contenu de la vidéo pour vous faire quelque chose d'un peu mieux monté. Donc, pour moi, le petit bilan de cette première vidéo, c'est que ça a été très laborieux à monter et à essayer de corriger les différents bugs, le temps de monter tous les setups. Là, je pense avoir trouvé un setup qui est un peu plus correct. Donc, j'espère vous fournir des vidéos de meilleure qualité la prochaine fois. Alors, donc, si vous voulez justement voir ces futures vidéos sur la chaîne du Bidouilleur, je vous invite tout simplement à aller en bas de la vidéo pour vous abonner à la chaîne. Ça, c'est très important si vous voulez aider la chaîne à se développer. Alors, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut pour signaler que vous aimez cette vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne. Également, n'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs sous la vidéo, si vous voyez des choses à améliorer, ou si vous avez des idées de sujets à traiter, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire en dessous. Je regarderai tout ça et je tâcherai d'en tenir compte pour les prochaines vidéos. Encore merci beaucoup pour votre attention, on se revoit très bientôt pour notre deuxième vidéo sur la chaîne du Bidouilleur. À très bientôt.